Dans une étude du Figaro ce matin, vous avez vu pour la présidentielle, c'est la deuxième priorité des Français, l'immigration, Mathieu. Et c'est l'une des priorités des Européens. On voit notamment depuis les élections européennes de 2024 la percée électorale d'un certain nombre de partis de droite, que ce soit en Espagne d'ailleurs également, avec le parti Vox, en France, en Allemagne, à l'époque au Royaume-Uni, ça avait justifié le Brexit. Donc on voit bien que c'est une des préoccupations des peuples européens. Et d'autant que Pedro Sanchez, je trouve qu'il a quand même un train de retard par rapport à sa doctrine, puisqu'en fait, il explique qu'il veut effectivement régulariser des personnes issues de l'immigration illégale pour la question de sauver son marché du travail. C'est quelque chose que les pays européens ont fait, et notamment la France depuis les années 80-90. Or, on voit toutes les conséquences que ça a d'un point de vue social, sécuritaire et même culturel. Et l'un des enjeux, en plus, c'est que sa proposition, sa doctrine repose sur un postulat qui, et là je parle sous le contrôle de Nicolas, peut être factuellement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays européens, et notamment en France particulièrement, que je connais mieux que le cas espagnol, il n'y a plus d'immigration de travail, que ce soit en termes de flux ou en termes de stock, à l'exception de quelques métiers en tension, des secteurs que Nicolas a rappelés. Aujourd'hui, 80% des titres de séjour ne sont pas liés et donc des motifs d'entrée sur le territoire national français, sur les 400 000 à peu près, ne sont pas liés au travail. C'est davantage la filière asile, donc la filière humanitaire, une immigration familiale, exactement, et puis évidemment les étudiants. Donc ce sont des gens qui on va dire, contribueront moins à la société et au modèle social qu'ils n'en bénéficieront, puisque quand on est étudiant, on paye pas de charges sociales, par exemple. Donc c'est un enjeu, je pense, les conséquences que ça aura sur le plan, on va dire, culturel, sécuritaire et même économique. Sur ça, je pense que la difficulté des Républicains, en tout cas de la guerre des chefs, entre guillemets, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, elle s'explique surtout parce que les deux parlent davantage de personnes plutôt, donc des personnes des uns et des autres, plutôt que du fond. Et en réalité, sur le fond, ils ont fait une campagne pour la primaire du parti LR, donc en 2025, en mai 2025, que Bruno Retailleau avait remporté à 75%, juste où ça s'était plutôt bien passé sur la forme. Et c'était plutôt une stratégie contre une autre, c'est-à-dire que Bruno Retailleau portait la ligne qu'il fallait faire exister les Républicains dans un gouvernement pour justement éviter cet grand effacement entre le Rassemblement national et le bloc macroniste. Et Laurent Wauquiez disait que pour reconsolider la droite, le logiciel de droite, il fallait faire à l'extérieur du gouvernement. Et donc là, ça se comprenait du point de vue des Français qui sont de droite et qui sont attachés à ce parti-là. Parce que là où je m'inscris peut-être un peu en faux par rapport à ce que dit Michel, c'est que LR peut-être perdre une nouvelle fois l'élection présidentielle. Pour autant, le parti ne peut ne pas mourir. Vous regardez l'exemple du Parti socialiste, ça fait 2 présidentielles successives qui font des scores qui sont ridicules. Il faut rappeler quand même que Benoît Hamon, en 2007, avait fait le budget. 6%. Exactement. Et Madame Hidalgo avait fait moins de 2%. Et pour autant, ils se sont retrouvés, comme vous l'avez dit, à nous faire le budget quasiment. C'était Olivier Faure qui faisait la copie du budget. Donc, et les deux ont conservé la présence locale aussi. Oui, comme LR. Les deux, effectivement. Et la difficulté qu'ont aujourd'hui les Républicains, c'est de trouver un chemin, non pas entre les personnes, mais un chemin programmatique pour essayer de construire une offre qui pourrait être une offre qui est attendue par une partie du peuple de droite, qui reprendrait finalement qui ne reprendrait pas les défauts du macronisme sur les questions de sécurité et sur les questions régaliennes et sur les questions migratoires notamment, donc un discours qui soit beaucoup plus ferme sur ces questions-là, et qui ne reprendrait pas certains défauts supposés du lepénisme, notamment sur les questions économiques, avec un logiciel plus libéral. Mais tant qu'ils restent sur des querelles de personnes, ils avanceront pas. Alors, Laurent Wauquiez. Et en même temps, comment lui donner tort sur la forme, on peut rediscuter, mais sur le fond, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon serait un désastre pour l'économie française et la société française. Exactement, parce qu'en fait, effectivement, alors même que le pays a besoin d'unité, la France insoumise est dans une stratégie de diversion et notamment une stratégie de vouloir tout conflictualiser et d'utiliser via le communautarisme des communautés sur le territoire national, des diasporas même dans certains cas, pour justement prendre le pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est dérangeant. Et puis sur le plan économique, j'y reviens pas, mais plus de 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, alors que la France est le pays le plus imposé du monde, ça serait désastreux pour des acteurs économiques. Et donc, effectivement, se pose la question pour la droite en règle générale, c'est comment faire pour barrer la route à Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement, à une gauche qui est
mélenchonisé, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le véritable enjeu. Si Jean-Luc Mélenchon était tout seul à 12% et qu'il ne pouvait pas être au second tour, alors la question ne se poserait pas de cette manière-là. C'est qu'aujourd'hui, soit Jean-Luc Mélenchon est en capacité d'être au second tour parce qu'il peut faire plus de 20%, il l'a démontré en 2017 et en 2022, et que donc il peut accéder au second tour, et que donc il peut l'emporter éventuellement face au Rassemblement national, qu'il faut qu'il y ait une forme de barrage, ou que des supplétifs de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire des personnes issues de la gauche, mais qui ont finalement embrassé le même logiciel politique. Le Parti socialiste, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais avec 2 crans de tonalité en moins, mais c'est le même logiciel politique, et que ces gens-là puissent également aussi gouverner avec la France insoumise. Et face à cela, il faut que la droite se réveille et puis réinvente un corpus doctrinal pour pouvoir battre Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus grand danger pour la France. François Hollande apparaît comme une solution à gauche, vous avez bien fait de le rappeler, effectivement. C'est parce qu'en fait, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais tous les autres candidats de gauche hors Jean-Luc Mélenchon sont nuls. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que dans l'espace de la gauche non LFI, il n'y a pas de candidat qui a tué le match. Raphaël Glucksmann, dont on pensait pour certains qu'il pouvait incarner cette gauche social-démocrate, social-libérale qui est non mélenchonisée, n'imprime pas dans les déjà, oui, effectivement, n'imprime pas sur les débats, n'imprime pas dans les enquêtes d'opinion, même s'il végète entre 10 et 14% d'opinion favorable. Et surtout, la question elle se pose par rapport à Olivier Faure. C'est Olivier Faure qui est le patron du Parti socialiste, qui connaît ses troupes et qui donc effectivement devra donner une investiture à l'un ou à l'autre. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas envie de miser sur Raphaël Glucksmann dans la mesure où il peut faire comme Anne Hidalgo. Mathieu Hauck. Oui, Marine Le Pen, ce qui est dur pour elle, c'est qu'elle a construit une stratégie politique depuis 2011, date à laquelle elle est arrivée à la tête du Front National devenu Rassemblement National, qui, pour le coup, d'un point de vue électoral, a été couronnée d'un succès, puisqu'elle part d'un parti qui avait fait en 2007 12% ou 13% des votants en 2007 et qui aujourd'hui pèse aux dernières législatives plus de 33% quand même. Donc elle a quasiment doublé le score par une stratégie qui a été effectivement celle de la normalisation, on a beaucoup parlé, mais surtout qui a été avec des progressions électorales qui sont sans précédent. Deuxième point aussi sur lequel ils ont bien joué également le Rassemblement national, c'est qu'ils ont progressé dans toutes les catégories socio-professionnelles. Quand vous prenez un sondage aujourd'hui du Rassemblement national en termes d'intention de vote, vous avez quasiment toutes les catégories socio-professionnelles, c'est ce qu'appelle Frédéric Dabi le vote attrape-tout, qui vote à plus de 20% pour le Rassemblement national, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les chômeurs, donc inactifs, les retraités même de plus en plus, les catégories socio-professionnelles supérieures, évidemment les ouvriers et les employés. Là, c'est un raz-de-marée Rassemblement national qui a plus ou moins toujours existé depuis le début des années 2010. Donc il y a ce point-là. Et le troisième point, et c'est là où il y a un bémol, et c'est là où il y a une interrogation pour le Rassemblement national, c'est est-ce que le Rassemblement national est en capacité de faire 50 plus 1 et donc de gagner un second tour. Et ça, aujourd'hui, le RN a levé l'hypothèque dans un certain nombre de communes, notamment, on se souvient des dernières municipales, mais pas totalement. La preuve en est, c'est que dans une situation similaire, dans le sud, Laure Lavalette ne l'emporte pas à Toulon, mais par contre, Éric Ciotti, à Nice, dans une situation à peu près similaire, l'emporte. Donc ça veut dire que s'allier avec le RN peut être fait plus 50 plus 1, c'est possible. Pour autant, si c'est le RN qui est devant la coalition de l'Union des droites, il y a toujours cette incertitude de rassembler une majorité de Français au second tour. Non mais les écologistes, sur le fond comme sur la forme, il y a entre guillemets rien qui va, parce que sur le fond, ils ont perdu sur tous les grands sujets. Ils ont perdu la bataille culturelle. Ils étaient contre le nucléaire. Aujourd'hui, une majorité de Français est attachée au nucléaire et la classe politique commence à relancer dans son intégralité, à vouloir relancer le nucléaire. Sur les questions agricoles, ils ont expliqué pendant des années, depuis le début des années 2000, que les agriculteurs étaient des pollueurs. Les Français sont à plus de 90% en soutien de tous les mouvements agricoles dès qu'ils commencent. Sur les questions industrielles, ils ont prôné la désindustrialisation parce que les usines, ça polluait. Finalement, les gens sont pour réindustrialiser le pays. Sur la clim, les gens sont pour la clim alors que eux sont contre la clim. Donc sur tous les sujets de fond, les écologistes ont perdu. Et le deuxième point, c'est sur la forme. Les écologistes ont également perdu parce que normalement, Marine Tondelier, c'était ce qu'ils avaient théorisé aux écologistes, c'est d'être le barycentre de la gauche. Et donc en fait, d'être le point de ralliement pour être ensuite après la personne qui peut incarner une alliance qui va de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste. On voit bien aujourd'hui que et à la France insoumise et au Parti socialiste, on ne veut plus avoir à discuter avec Marine Tondelier et que c'est même pas une variable d'ajustement. C'est-à-dire que si Marine Tondelier aujourd'hui s'allie avec la France insoumise, ça ne veut pas dire que le PS va retirer sa candidature. Et si Marine Tondelier s'allie avec le Parti socialiste, ça ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon va aussi retirer sa candidature. Donc c'est-à-dire que les Verts ne sont même plus une variable d'ajustement à gauche, ce qui explique pourquoi elle a du mal à faire une motion de censure qui soit signée
par toute la gauche. Ah. Insupportable pour beaucoup de Français. Sont tous ces élus qui, en fait, prônent des discours qui sont en totale contradiction avec leurs actes. C'est comme un ministre de l'Éducation nationale qui explique qu'il faut aller dans l'école publique, mais qui met ses enfants dans le privé. Ça est arrivé à quelques ministres de l'Éducation nationale. Et puis surtout, c'est cette idée que, on se souvient. En fait, ce sont toujours ceux qui font le plus de morale qui ne subissent pas les conséquences de leurs propres actes. C'est inversement proportionnel. Et ça, c'est insupportable, je pense, de la part des Français, qu'on ait des ministres qui expliquent qu'il ne faut pas mettre la clim à des gens qui travaillent dans des conditions très compliquées et qui, pour autant, eux, ensuite après, font des voyages. Je fiche mon billet qu'elle a la clim dans son bureau, Monique Barbu.